Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale Label TV. Nous émettons de Libreville au Gabon. Aujourd'hui, le sujet qui focalise l'attention à travers le monde et dans tous les médias du monde, il s'agit de la pandémie du coronavirus, une crise sanitaire qui touche aujourd'hui tous les continents du monde. Et l'Afrique n'est pas en reste dans cette situation sanitaire. Pour en parler sur ce plateau, je suis avec Madame Courant. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, Madame Courant, elle est enseignante, elle exerce dans un lycée public de la capitale gabonaise. Autre présentatrice de ce plateau, Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir Innocente Courant et bonsoir à nos téléspectateurs. Pour cette émission, nous allons la départir ou encore la recouper en trois grandes parties. Nous parlerons d'abord de la crise sanitaire, comment elle est gérée sur le continent africain, d'un État à un autre. Nous irons avec notre point focal de Yaoundé et de Dakar pour analyser ensemble cette crise sanitaire. Dans la seconde partie, il sera question de parler de l'impact économique du coronavirus à ce jour. Que faut-il faire? Que font les autorités dans les capitales africaines pour pouvoir soutenir les petites économies, les opérateurs économiques par rapport à cette crise sanitaire? Et dans notre troisième partie, nous ferons un focus, Mireille, sur le coronavirus et l'aspect social. Dans cet aspect social, il sera question de parler éducation, nous parlerons des retombées de cette crise, nous parlerons des difficultés rencontrées par les nombreuses familles africaines face à cette pandémie du coronavirus. Mais avant de continuer, plantons le décor avec la gestion de la crise sanitaire vue par les femmes sur ce plateau. Madame Courant, je me tourne vers vous. Que pensez-vous de cette crise du coronavirus? C'est une fatalité qu'on doit subir. On doit essayer de trouver des solutions. Et cette fois-ci, il y a le fait que la crise montre les limites des plateaux médicaux, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Oui. Cette crise, en même temps, nous met à égalité devant la maladie. Pour une fois, certains ne vont pas laisser l'Afrique et fuir en Europe pour se faire soigner. De ce côté-là, on voit que nous sommes des humains et nous avons le même organisme, nous avons la même destinée et nous subissons de la même façon. Mais encore, nous voyons aussi qu'il y a des disparités sur le plan social. Il y en a qui sont plus impactés que d'autres. Et ça montre encore plus les différentes classes sociales, malheureusement, qui existent dans notre continent. Parlons justement de l'impréparation ou encore de la situation de défaillance dans les structures sanitaires en Afrique. On peut dire que cette crise, elle est arrivée de manière surprenante sur le continent africain et cela relève aujourd'hui de la question des plateaux techniques et même de nos structures sanitaires. Est-ce qu'elles étaient prêtes à une telle ampleur de la crise? Bon, je dirais d'abord pour commencer, c'est vrai, nous parlons de l'Afrique, nous n'étions peut-être pas prêts, mais il n'y a pas que l'Afrique, je dirais le monde n'était pas prêt pour une telle crise sanitaire, parce que même en Occident, les limites sont là. En Occident, les limites sont là. C'est vrai que sur notre continent africain, ça met vraiment en lumière la défaillance de nos systèmes sanitaires, mais ça ne concerne pas que le continent africain, parce que le monde est très, très impacté, et ça met en lumière, je dirais, vraiment les systèmes sanitaires de tous les pays. Et finalement, Madame Courant, on nous dit que c'est juste une grippe, et après 7 jours, si on a suivi strictement les recommandations de l'OMS et des différents comités d'éveil, on se remet de cette grippe au bout de 7 jours, c'est-à-dire après que vous ayez été contracté, vous avez contracté la maladie, au bout de 7 jours, si vous vous reposez convenablement, vous êtes hors de danger. Alors, une grippe de 7 jours qui terrasse le monde entier, c'est quand même assez particulier. Hein? Peut-être c'est seulement 7 jours pour certains, parce que les organismes réagissent différemment à ce virus. C'est un virus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de remède concret
au virus en général. Hein. Le virus pose problème. Et 7 jours pour certains, je pense, mais il y en a qui traînent la maladie pendant 1 mois ou plus, avec les mêmes douleurs, avec les mêmes incertitudes, avec le même manque de traitement. On essaie, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais il n'y a pas un traitement qui pourrait aider à soulager, pourrait aider des douleurs bien sûr, et qui pourrait aussi aider à soulager les malades et éviter justement une issue fatale à cette maladie-là. Et c'est un virus, les virus sont spéciaux et les virus sont, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont intelligents? Oui, parce qu'ils mutent. Oui, chaque fois qu'ils sentent qu'on empêche la perpétuation de leur espèce, tout simplement, ils trouvent des stratégies pour contourner tout ce qui peut la difficulté, tout ce qui peut leur être fatal et continuer à se multiplier. C'est pourquoi c'est assez délicat, c'est assez difficile de s'en sortir toujours en ce qui concerne le virus, parce qu'on a commencé à dire que ça n'arriverait pas en Afrique parce qu'il fait chaud, mais on a vu qu'en dépit de la chaleur, le virus se répand parce qu'il s'adapte. Il s'adapte. Et sans oublier qu'il y a beaucoup d'autres paramètres. C'est vrai que le personnel de santé l'expliquera mieux. Il y a déjà, pour certaines personnes qui ont certaines pathologies chroniques, ce qui peut compliquer effectivement l'état de santé de ces personnes-là. Et c'est vrai que d'aucuns disent que lorsque on contracte le virus, je pense qu'on ne peut pas exactement prévoir ou prévenir ce qui va se passer pour ce patient-là, pour cette personne-là. Et je pense que c'est aussi la difficulté quand le personnel de santé de ne pas pouvoir, c'est comme si c'était au cas par cas en fait. C'est vraiment au cas par cas. Oui, et pour ajouter à ta suite, ce sont des personnes à risque, comme le personnel soignant le dit, des personnes déjà atteintes d'hypertension, de diabète et autres pathologies qui sont les principales cibles de ce virus en milieu hospitalier. D'ailleurs, quelques structures hospitalières du continent ont dû évacuer ce type de malade des unités de soins pour éviter que ces personnes-là contractent le virus au sein des unités de soins. Et nous allons donc poursuivre avec ce débat et parler des plateaux techniques, parler des appareils respiratoires, parler des lits de réanimation dans les unités hospitalières par rapport au coronavirus. Et notre premier plateau, Madame Coran, c'est Dakar. Dakar qui vit également au rythme du coronavirus. Dakar qui a un plateau spécial sur cette pandémie, Mireille. Et avec Penda, on va voir ce qui se fait au niveau de Dakar par rapport à cette crise sanitaire. Et juste derrière, on va se retrouver pour faire une comparaison avec ce qui se fait à Libreville. Nous sommes en direct à Dakar avec mes deux invités. Madame Fall Amilo, bonsoir. Bonsoir Madame Diop Fatikine. Bonsoir. Alors face à cette pandémie du Covid-19 au Sénégal, quel est votre engagement? Alors je pense qu'on est face, Penda, à une situation à laquelle tout le monde devrait se sentir concerné. Et quel que soit son sexe, quel que soit sa spécialité, son domaine d'activité, je dirais, parce qu'elle touche tout le monde. Et c'est dans cette optique que moi, personnellement, je me suis engagée à accompagner mon pays à travers l'Association des femmes médecins, mais à travers aussi mon travail, parce que je suis médecin, je travaille dans la santé, je travaille dans l'industrie pharmaceutique et je travaille dans un département qui s'appelle Global Health, donc qui s'intéresse aux problématiques de santé publique. Et donc, nous sommes face à un problème de santé publique. Et donc, moi, personnellement, je me suis engagée dans la sensibilisation des populations, mais aussi dans l'accompagnement pour la prise en charge, en tout cas thérapeutique, ce qu'on pourrait faire en termes de recommandations, de conseils par rapport au traitement, et auprès de mon association, qui a comme engagement, en fait, je dirais comme credo, le plaidoyer et la sensibilisation des populations. Voilà. Madame Diop Fatikine, alors vous êtes présidente des femmes leaders pour la paix et le développement.
Vous êtes également présidente des femmes entrepreneurs et présidente de la Fondation d'assistance aux orphelins et aux enfants vulnérables. Tout à fait. Votre regard également sur le Covid-19 au Sénégal. Merci Penda. À ma qualité de femme entrepreneur, vous savez que je dois porter une attention particulière à la situation des femmes entrepreneurs confinées chez elles. Vous conviendrez que la mobilité de ces femmes a été très réduite, ce qui fait que ces femmes vivent des moments très difficiles au niveau de leur famille. Elles étaient dans le commerce, la transformation des céréales locales et dans d'autres activités de développement. Elles étaient dans la pêche également. Donc vous voyez que ces femmes actuellement vivent des conditions très dures et ce sont des femmes qui soutiennent leur famille. Généralement, elles sont en location et il y en a même dont le mari n'a pas de travail. Donc, tous ces problèmes pèsent sur ces braves femmes très dynamiques. Donc, c'est difficile. Chaque jour que je fais, j'essaie de leur trouver une activité, de leur enseigner par webinaire comment confectionner le pain à domicile, comment confectionner certaines pâtisseries à domicile, réfléchir aussi sur la situation de ces femmes, essayer de voir dans quelle activité on peut les orienter. J'ai pensé à un projet d'installation de boulangerie du consommé local au niveau des quartiers, avec l'installation de kiosques à pain, donc une création d'emplois et de richesses pour elles. Des emplois directs, parce qu'au sein d'une boulangerie, il y aura au moins 6 emplois, sans compter un tricycle qui doit approvisionner les kiosques, et 10 kiosques dans le quartier, ça fait 17 emplois. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Il faut les occuper. Je pense que ce projet, qui est un projet de développement humain durable, vient à son heure et doit être financé dans le mode fast track, comme le dit le chef d'État, Son Excellence, M. Macky Sall. Donc, vous voyez qu'il y a des chocs endogènes, mais aussi il y a des chocs exogènes. Moi, en ma qualité de femme d'affaires, j'étais souvent en contact avec des investisseurs. Aujourd'hui, ces investisseurs ne peuvent plus voyager pour venir en Afrique. Et lorsqu'on avait annoncé l'ASLECAF, beaucoup d'investisseurs avaient l'enthousiasme de délocaliser leur activité pour venir au Sénégal. Tout cela au ralenti. Donc, il faut penser à la gestion du Covid. J'ai constaté par ailleurs que l'intelligence artificielle a été conséquente pour la gestion du Covid. Quand on nous dit que les Chinois, en un laps de temps, ont construit 3 hôpitaux d'une manière, 3 hôpitaux, comment ça s'appelle encore, du futur. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, je vous parlais du numérique, a été un très grand apport pour la gestion du Covid. Et j'étais très ravie de suivre des étudiants de l'ESP qui ont inventé un robot qui passe dans les chambres pour distribuer des mecs, pour prendre des températures, etc. Donc, je suis fière de cette jeunesse-là. Voilà, merci Penda depuis Dakar. On se retrouve donc sur ce plateau, Mireille, et puis Madame Courin. On a vu qu'aujourd'hui, la majorité des femmes n'ont plus d'activité. La majorité des femmes ont du mal à exercer convenablement leurs activités parce que l'impact du coronavirus, on parle de couvre-feu, on parle de restrictions même, des mesures mises par les différents gouvernements, notamment celui de Dakar, Madame Courin.
Je pense que le coronavirus va nous proposer une nouvelle façon de vivre. Nous allons changer nos habitudes, j'espère, dans la mesure où l'être humain a la mémoire très courte. On prend de bonnes résolutions, après rien n'est appliqué. Les femmes sont actives dans beaucoup de secteurs, mais dans les secteurs dans lesquels elles exercent sont souvent liés à l'informel. Elles sont dans le petit commerce, elles ont des activités lucratives, oui, mais pas répertoriées. Et justement, si toutefois il doit y avoir des instances qui doivent venir en aide à ces femmes-là, à partir de quel canevas ces instances peuvent-elles se diriger vers les femmes? Est-ce qu'elles ont des numéros de commerce? Est-ce elles sont répertoriées au ministère du Commerce, à la Chambre de commerce? Quelles sont les possibilités pour qu'elles soient aidées et qu'on trouve des solutions à ce problème par rapport à leur manque de revenus? Tout le monde peut se déclarer commerçante. Et je pense que justement, c'est à partir de là qu'il faudrait qu'on change d'attitude et que l'informel ne soit plus informel. Qu'il y ait des structures, qui permettent aux femmes... Qui viennent en appui? Qui viennent en appui pour qu'il y ait des institutions sérieuses qui entourent ces femmes, pour les soutenir, pour les protéger justement. Parce que s'il y a des aides qui viennent du gouvernement, s'il y a des aides qui viennent des Nations Unies, ce sera compliqué de les distribuer correctement, dans la mesure où ces femmes ne sont pas répertoriées. La majorité des hommes ne travaillent pas. Et cette crise du coronavirus vient impacter cruellement ces femmes-là qui aujourd'hui économiquement ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Tout à fait, c'est parce que d'abord de par leur rôle central au sein des ménages, des foyers, les femmes africaines sont au premier plan en fait. Elles sont au premier plan et rien que sur le continent africain, elles assurent quand même 60% de l'agriculture vivrière. Ce qui veut dire qu'en fait, elles représentent toutes ces femmes quand même, je dirais quand même le premier point économique du continent. Et lorsqu'elles sont touchées, lorsqu'elles sont impactées par la crise sanitaire due au coronavirus, ce qui est sûr, c'est que toute la famille, par ricochet, va être impactée. Et ces femmes, comme le disait si bien Madame Courant, sont pour la plupart dans l'informel. Elles sont vraiment dans l'informel. Et même lorsqu'effectivement il y a des aides qui sont proposées, beaucoup d'entre elles ne bénéficient pas de ces aides. Voilà, comme il faut, lorsqu'on prend le circuit, par exemple, le circuit normal, elle ne bénéficie pas de ces aides. Oui, par exemple, quand une femme a une échoppe devant la porte de sa maison, une petite table, avec le coronavirus, elle ne peut plus exercer son activité. On le voit même à Libreville aussi. Est-ce qu'on pourra la dédommager à sa juste valeur par rapport à ce qu'elle gagne au quotidien, s'il n'y a pas une structure, une instance qui a déjà fait un travail de fond au départ, de recensement, pour qu'on puisse savoir qui fait quoi, qui faisait quoi avant la crise. Oui, justement, avec quels moyens, n'est-ce pas, elle tourne au quotidien pour s'en sortir. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de femmes comme ça partout en Afrique qui se débrouillent avec un travail qui permet à la famille de vivre au jour le jour. De vivre au jour le jour, mais sans oublier même que ces femmes sont des potentielles personnes à pouvoir être contaminées et à contaminer parce qu'elles sont au centre du tout. Elles sont exposées, elles sont vraiment exposées, au marché, faire des provisions, au champ. Et lorsque l'enfant ou l'époux est malade, qui est au chevet, ce sont ces femmes-là. Donc vraiment, elles courent beaucoup de risques en fait parce qu'elles peuvent être contaminées à n'importe quel moment, que ce soit en allant puiser de l'eau, que ce soit en allant au champ, en travaillant, même tout simplement devant la maison avec leur échoppe. Elles sont vraiment fragilisées aussi également dans cette crise sanitaire. C'est pourquoi il faut absolument qu'elles puissent être accompagnées et puis qu'elles puissent aussi être sensibilisées pour pouvoir à leur tour sensibiliser au sein des ménages.
Voilà, nous poursuivons, Mireille, avec cet aspect social. Et cette fois-ci, on va découvrir avec Carole au Cameroun. Parlez-nous également de la gestion de cette crise à Yaoundé et dans d'autres villes du Cameroun. Parlez-nous de cette gestion-là en milieu hospitalier. Bonsoir, Carole. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à Yaoundé, la capitale camerounaise. Nous sommes au centre des opérations d'urgence de santé publique du Cameroun et nous avons avec nous pour répondre à nos questions le docteur Linda Esso, qui est donc sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au niveau du ministère de la Santé publique du Cameroun. Bonjour, docteur. Bonjour. Parlez-nous d'abord de votre centre des opérations. C'est quoi? Quelle est sa mission? Le centre des opérations des urgences de santé publique, comme vous l'entendez, c'est le lieu où on coordonne les opérations de toutes les urgences qui surviennent dans le pays en termes de santé publique. C'est un organe qui a été inauguré il y a 1 an déjà et pour sa grosse activation doit gérer le Covid-19. C'est donc ici qu'est coordonné toutes les activités de réponse parce que vous savez, divers types d'activités doivent être menées par divers secteurs et par diverses sections. On gère les opérations, on gère l'information du public, on gère la sensibilisation, on gère la surveillance épidémiologique au niveau des diverses régions. Donc c'est ici le centre même où toutes ces activités sont coordonnées. D'accord. Comment se passe la gestion de la crise sanitaire au Cameroun au niveau horizontal depuis le début de l'épidémie? Bien avant que l'épidémie, que la maladie ne survienne même au Cameroun, étant donné qu'elle avait déjà commencé en Chine à se propager dans d'autres pays, nous avons commencé au niveau du ministère de la Santé, sous l'impulsion de Monsieur le ministre, à élaborer un plan de préparation à la survenue de cette maladie pour faire en sorte que rapidement on détecte les cas qui surviendraient éventuellement, ce qui a pu être fait avec la détection le 6 mars, comme vous le savez, des 2 premiers cas au Cameroun. Donc une fois qu'on a eu ces cas-là, il fallait continuer avec la riposte même face à la maladie pour pouvoir limiter la propagation de la maladie. Nous en sommes à la 2e phase de cette épidémie au Cameroun, c'est-à-dire quoi? La première phase, c'était vraiment de pouvoir endiguer sa propagation au sein du territoire national. On a essayé tant bien que mal, mais on voit que la maladie continue de se propager. Maintenant, le grand challenge pour cette 2e phase de l'épidémie, où nous en sommes à une transmission communautaire, c'est de pouvoir prendre en charge efficacement les cas qui surviennent en termes de prise en charge hospitalière, en termes de prise en charge des décès qui surviennent, mais aussi de continuer à limiter la propagation de la maladie au sein des populations encore saines, notamment en continuant de promouvoir les gestes barrières qu'on a cessé de répéter depuis que que la maladie est survenue au Cameroun et même déjà avant. Ce sont les mesures d'hygiène que nous connaissons, ce sont les mesures de distanciation sociale, c'est le port du masque systématique qui fait partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République. Mais sur le terrain, ça se passe comment? Parce que le ministère de la Recherche, quand on parlait de fabrication de la chloroquine, qui semblait être l'un des remèdes contre le coronavirus, on disait qu'il n'y avait pas d'implants, il fallait importer des implants. Le ministère de la Santé qui se plaignait qu'il n'avait pas assez de respirateurs. On a créé des centres agréés de prise en charge et tout ça. Les stades ont été réquisitionnés. Ça s'est passé comment sur le terrain? Dès le départ déjà, on a identifié des formations sanitaires qui pouvaient avoir des sites d'isolement pour prendre en charge les premiers cas. Au vu de la propagation de la maladie, avec le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, on a identifié des centres de traitement agréés qui sont en train d'être équipés pour pouvoir accueillir le maximum de malades possible. Donc, les mesures sont en train d'être prises pour que ces centres de traitement-là puissent être opérationnels dans les plus brefs délais. Mais pour le moment, c'est les formations sanitaires qui ont déjà été désignées par le ministre de la Santé publique qui continuent à prendre en charge les cas dans la mesure de leur capacité. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport aux respirateurs, il faut savoir que certes, on a de plus en plus de cas
de Covid-19 au Cameroun, mais 80% de ces cas-là font des formes asymptomatiques ou légères. Il n'y a que 5% des personnes malades qui vont faire une forme sévère, vraiment sévère, qui aura besoin de réanimation et de respirateurs. Donc, vraiment, ne focalisons pas. C'est vrai qu'il faut pouvoir prendre en charge les formes sévères et des commandes ont été faites, les mesures sont prises pour cela, mais ce qui va limiter la survenue des formes sévères, c'est la limitation de la transmission de la maladie. Pourquoi il ne faut pas que la maladie soit transmise? Les personnes bien portantes et autres peuvent faire des formes légères, asymptomatiques. Mais si on n'utilise pas les mesures barrières, on va contaminer des personnes plus fragiles, des personnes qui ont des pathologies préexistantes, des personnes à risque qui, elles, vont facilement faire des formes sévères pour lesquelles il faut mettre en place un plateau technique lourd de réanimation respiratoire pour pouvoir les prendre en charge et les récupérer. D'accord. Quelles sont les difficultés auxquelles fait face le centre des opérations des urgences de santé publique? Comme je vous disais, ici c'est l'organe de coordination des activités qui sont implémentées par divers secteurs, par plusieurs intervenants de la réponse. Il y a la réponse qui doit être implémentée au niveau des sites de prise en charge. Il y a la réponse en termes de communication. Il y a divers intervenants dans le secteur de la santé. Il y a la santé militaire, il y a la santé au niveau de la DGSN, il y a la santé au niveau pénitentiaire. Il y a également toutes ces autres personnes-là qui doivent intervenir dans la réponse, les communautés territoriales décentralisées, le MINAS et le MINPROF pour la prise en charge des populations vulnérables. Il faut pouvoir coordonner tous ces sons de cloche-là qui souvent n'arrivent pas à travailler. Donc, il faut pouvoir coordonner les diverses activités qui sont menées par les différentes sectorielles. Il y a souvent donc difficulté à s'accorder sur la démarche à suivre pour que nous ne répondions que d'une seule voix. Mais c'est un travail qui est en train d'être fait, l'amélioration de la coordination, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, parce qu'au niveau des régions, il faut également que la réponse soit calqué sur ce qui est implémenté au niveau national. Quand vous voyez tout cela à partir d'ici, vous pensez que le Cameroun a les outils nécessaires pour lutter contre l'épidémie? Nous sommes en train de lutter contre les épidémies. Ce n'est même pas une question à se poser. Nous sommes en train de lutter contre les épidémies. On a la ressource humaine adéquate pour cela. Souvent, les ressources matérielles et financières peuvent manquer, mais tout est fait pour qu'on dispose aussi bien de matériel en termes de médicaments, en termes de plateaux techniques, en termes d'équipements de protection individuelle pour protéger ces personnes-là qui vont au contact des malades pour que la réponse puisse être la plus optimale possible. D'accord, nous allons poursuivre avec les dernières questions. Juste le temps d'écouter Dr Ndom, qui est donc directeur adjoint du site agréé de Yassa à Douala, qui parle de son site qui est encore en chantier. Le docteur Ndom que nous suivons à l'instant. Le centre, les camps cycles de Yassa, c'est environ 8 immeubles avec une capacité d'accueil de 400 personnes. Donc là, nous sommes encore en train de mettre les choses en place. C'est en très très bonne voie. Je pense que très bientôt, ça pourra être accessible. Ce centre sera dédié aux personnes asymptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui sont infectées au Covid, qui ont un test positif, mais qui n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes. Donc, ça sera l'occasion de les prendre en charge et donner les médicaments si nécessaire, de pouvoir surveiller de manière quotidienne les différents paramètres, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la température, la saturation. D'accord. L'épidémie a fait surface au Cameroun au mois de fin février, début mars, précisément le 5 mars, je pense. Et on dit que Douala est où le taux de prévalence est élevé. Comment expliquer que le centre de Yassa
sont en chantier avec les chiffres que nous donne le ministère de la Santé au niveau de Yaoundé dans leur point de presse tous les jours? Ce qu'il faut savoir, c'est que personne dans le monde entier n'a été préparé à cette pandémie. Donc, vous dites bien que c'est en fin février, début mars que les choses ont été faites et que la contamination va croissante. Donc, il faut bien pouvoir laisser le temps pour que les choses soient faites. Les centres annexes viennent répondre au fait qu'on veut réserver les hôpitaux dédiés à la prise en charge pour des patients qui ont des symptômes modérés à sévères. Donc, vous voyez que c'est dans l'ordre des choses. Vraiment, il fallait d'abord diagnostiquer. C'était la première étape était de diagnostiquer les personnes porteuses du virus, de confiner ceux qui vont arriver pour qu'ils ne contaminent pas d'autres. Mais actuellement, nous sommes à un stade d'une infection qui est communautaire et les choses sont en train d'être faites pour que les patients soient pris en charge. Maintenant, quand vous me parlez de la rapidité avec laquelle les choses sont faites, je ne suis pas la voix la plus habilitée à vous répondre, mais je peux vous rassurer que les choses sont faites à tous les niveaux pour assurer aux patients camerounais une meilleure prise en charge. D'accord. Une dernière question, docteur. Vous qui êtes docteur, vous voyez un peu comment les choses se passent à travers le monde, en Afrique, partout. Est-ce que vous pensez, vous avez un espoir pour l'Afrique qui est présenté comme une solution à cette crise sanitaire? J'ai personnellement un grand espoir pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes au courant que les médicaments qui marchent dans la prise en charge des patients infectés au Covid, ce sont des antipalliaires. La chloroquine particulièrement, l'hydroxychloroquine. Donc, le fait que le patient camerounais et africain soit exposé au paludisme prend déjà ces médicaments. Pour la plupart, ils l'ont pris. On n'a pas de chiffres aussi catastrophiques qu'en Europe ou ailleurs. Même comme certains vous diront que les chiffres sont un peu sous-diagnostiqués, mais la réalité est que, de rien, on se rend compte que on n'a pas la même gravité. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir augmenter la capacité d'accueil des patients qui sont en détresse respiratoire, qui ont besoin d'une prise en charge beaucoup plus lourde avec l'oxygénation, avec la réanimation. Donc, l'espoir, c'est aussi, il faudrait que le peuple camerounais s'assujettisse davantage aux mesures barrières. Cette maladie, c'est une maladie qui se transmet par des aérosols de salive, par l'hygiène des mains. Donc, vous voyez que si chacun de nous, à son niveau, accepte de s'astreindre à ces contraintes, ensemble, on va barrer la chaîne de contamination du virus. 80% des personnes qui seront en contact, qui vont avoir ce virus, ne vont pas faire de forme grave. Elles vont soit ne rien ressentir du tout, ou bien avoir un petit rhume, des petits maux de tête, qui vont passer inaperçus, comme une simple grippe. Maintenant, 20% de ces patients vont demander quand même une prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire où on va prescrire des médicaments, où on va avoir une surveillance, et environ 5% de ces patients vont avoir besoin d'une réanimation plus lourde, d'une oxygénothérapie plus efficace. Je reste confiante à ce qu'on est en train de faire. C'est pas parfait, les choses seront à parfaire. Chacun aura son rôle à jouer, l'administration, les pouvoirs publics, le citoyen lambda et les médecins. Et nous sommes au front pour ça. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, insistons tous sur l'importance des mesures barrières, du confinement. Paradoxalement, c'est important de pouvoir se protéger chacun. Merci. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci d'avoir répondu aux questions de la Belle Télévision. À vous Merci, à la prochaine et bonne chance.
Merci Carole depuis Yaoundé. Alors Carole était avec le docteur Linda Isso, qui est médecin au centre des opérations de santé publique au Cameroun. C'est donc l'unité équivalent du COPIL au Gabon. Cette unité qui s'occupe des personnes atteintes du coronavirus. On a vu, elles ont abordé l'aspect prise en charge de ces personnes-là victimes du coronavirus. Et on a vu que ce centre des opérations est très organisé. Il y a un bon suivi sur le terrain et le personnel soignant est bien formé pour pouvoir suivre convenablement les personnes victimes du coronavirus. Le personnel de santé s'attelle à faire le travail pour lequel il a été très bien formé. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Nous avons vu dans les autres pays, dans les autres continents, comment la population acclamait le personnel de santé pour les encourager et pour les féliciter du travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, le problème, c'est est-ce que les autres qui applaudissent, c'est bien d'applaudir, mais est-ce que les autres s'engagent aussi à les aider en respectant ce qu'on appelle les gestes barrières? Est-ce qu'on fait attention à ne pas sortir sans masque? Est-ce qu'on évite la promiscuité? Est-ce qu'on évite de se regrouper? Je pense que les populations, surtout en Afrique, par rapport aux images que j'ai vues à la télévision, d'ici et d'ailleurs, les populations ne sont pas assez formées. Le problème, ce sont les populations en ce moment qui ne sont pas assez formées à aider le personnel de santé. Assez formées, sensibilisées aussi. Oui, sensibilisées, formées. Dans quel sens? Formées dans le sens qu'il y a une attitude laxiste, il y a une attitude délétère qu'on rencontre en général. Oui, qu'on rencontre en général dans les populations en Afrique. Les gens ne se sentent pas toujours engagés à respecter, sauf quand ils se sentent contraints. Comme c'est le cas ils ne se sentent pas totalement ils ne se sentent pas obligés de respecter les consignes tant qu'il n'y a pas de répression en général. Mais on voit que les personnes, on dit qu'il faut se confiner, on voit tout le monde dehors, on voit des personnes qui se regroupent, des personnes qui n'ont pas de masque et ou bien ce qui est c'est amusant et triste à la fois, on voit des personnes qui disent qu'ils ont des masques, mais on le voit, le masque est sous le menton, ou le masque ne couvre pas le nez. J'ai l'impression que les populations n'aident pas le personnel de santé à mieux travailler. Mais lorsqu'on parle du personnel de santé, Madame Courant, même le personnel de santé n'a pas été préparé à ce qui se passe maintenant. Dans beaucoup de pays, ce personnel de santé manque d'équipement, est débordé, mais manque d'équipement. Même le personnel de santé a du mal d'abord à se protéger par manque de masques adaptés au personnel de santé. Donc déjà, ce personnel de santé a du mal à faire face. Oui, le personnel de santé est débordé, c'est vrai, mais les populations manquent de civisme. Oui, il y a un problème de civisme. C'est un problème de civisme. Je ne sais pas, il faudrait que chacun fasse sa part. Avec ou sans moyens, mais que chacun fasse sa part. Le fait simplement de rester chez soi, c'est une manière de contribuer à lutter contre la Mais est-ce que l'Africain peut rester chez lui et manger chaque jour? Parce que c'est ça aussi. C'est vrai que lorsqu'on parle de confinement, on voit tout ce que nous avons vu à la télé, parce que l'Europe a été confinée avant l'Afrique, mais il y a une chaîne qui s'est mise en place pour que les gens puissent manger, pour que les gens puissent se soigner. Il y a, par exemple, en Europe, les consultations à distance, mais en Afrique, beaucoup de personnes vivent au jour le jour. Il faut sortir pour aller manger, en fait. Les populations, beaucoup de personnes comptent sur ces petites marges journalières pour manger. Et lorsque vous dites à un Africain, reste chez toi à la maison, c'est pour lui dire, mais écoute, ne mange pas, reste, mais tu ne vas pas manger. Et si ce n'est pas le coronavirus qui va te tuer parce que tu vas dehors, mais c'est la faim qui va te tuer. Et dans la plupart des pays, c'est ça. Justement, et il y a même une grogne qui commence à naître. Est-ce que c'est enfin, c'est vrai, on va dire c'est l'incivisme, mais pour ces personnes qui ont besoin de sortir,
pour manger. Que leur dit-on? Que leur apporte-t-on comme solution? Oui, Mireille, ce qui est positif dans l'élément qu'on a regardé du Cameroun, c'est que les autorités ont quand même mis en place là-bas comment on appelle ça, des lits de réanimation, mais également les appareils respiratoires. Les médecins l'ont relevé. Les initiatives sont un peu entreprises dans plusieurs pays pour pallier, je pense, à tout cela. Là, c'est vraiment le cas du Cameroun. Il y a beaucoup d'autres pays qui se battent parce qu'il faut se battre pour justement arriver à prendre en charge ces populations, les populations de nos pays. Tu as parlé également de l'impact, comment on dit, ces plateaux techniques-là. Madame, la responsable OMS Afrique, en parlait récemment lors d'une conférence où elle déplorait et elle interpellait les autorités africaines sur la nécessité de repenser le système de santé. Parce que si on veut arriver à bout du coronavirus, il faudrait que nos structures, il faudrait que le personnel soignant africain ait le meilleur matériel qui soit. Oui, bien sûr, il faudrait qu'il y ait un avant et un après coronavirus. Oui. Il faudrait qu'on voit qu'il y a des limites et qu'on essaie de remédier à tous ces problèmes-là, à toutes ces difficultés-là. Mais pour le moment, pendant que le personnel de santé fait son travail, les citoyens, les populations, s'ils doivent sortir pour manger, qu'ils sortent masqués. Je pense que c'est déjà bien de sortir en respectant les gestes barrières. Le port du masque devient obligatoire. Mais obligatoire, mais il faudrait la répression pour que certains acceptent de porter un masque. Et si toutefois il y a les populations qui sortent pour manger et qui sortent masqués, chacun fait sa part. Avec les masques, avec ce qu'on a, avec un masque très sophistiqué, oui, avec un masque chirurgical, mais avec un masque en tissu qu'on a confectionné soi-même, c'est mieux que rien. Oui, on n'a pas encore testé l'efficacité de ces masques-là, mais nous savons que c'est toujours mieux que rien. Justement, on n'est pas là, pour essayer de dire que c'est parce que les médecins ne sont pas bien équipés, ça ne fonctionne pas. Mais nous, qui ne sommes pas médecins, qu'est-ce que nous faisons pour que ça fonctionne? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et si nous agissions correctement, les médecins seraient encore soulagés. Ils seraient davantage soulagés. Oui, parce qu'on pourrait... Le respect des gestes barrières, comme le disait déjà Mireille. Oui, pour briser justement la chaîne de contamination, la chaîne aujourd'hui, comme on le dit, la contamination, elle est communautaire. Oui. Alors, nous allons donc poursuivre avec nos points focaux, Dakar et puis Yaoundé. Alors, si la régie le permet, on va repartir sur Dakar pour voir la situation qui prévaut à Dakar avec Penda. Penda, rebonsoir et parlez-nous aujourd'hui de l'aspect économique du Covid-19 à Dakar, au Sénégal. Sur la crise alimentaire, Madame Diaw, comment se passe aussi la gestion de la crise alimentaire? Il y a eu des kits alimentaires qui ont été déposés dans les foyers. Ça a été distribué à qui? Qui sont les prioritaires? Comment ça se passe? On m'a beaucoup signalé que les aides n'atteignent pas les impactés. Et je me pose la question de savoir comment est gérée cette aide. J'avais entendu le ministre dire que le ciblage était fait par l'ANDS, c'est-à-dire l'agence des statistiques. Et j'avais dit que je pense que dans les quartiers, il y a des femmes qu'on appelle Badjanougor qui assistent les populations. Il y a aussi les chefs de quartier. Mais pourquoi ces chefs de quartier et ces Badjanougor qui ont une proximité avec leurs voisins, pourquoi ces gens-là ne sont pas impliqués dans la gestion de la distribution de l'aide alimentaire? Donc ça, c'est un problème. J'avais dit également qu'il y a des appels d'offres qui se sont déroulés ici à Dakar. Or, lorsqu'on a fait appel à des contributions, mais les sociétés qui sont dans les régions, des personnes, des bienfaiteurs qui sont dans les régions également ont participé. Donc j'avais dit que, à mon avis, les appels d'offres devraient se passer au niveau des gouvernances. D'autant que chaque fois, on entend les ministres dire que les gouverneurs gèrent eux-mêmes les régions. Donc il y a des gouverneurs qui ont interdit, qui ont confiné des villages, etc. Ils ont vraiment pris des mesures ardues.
Donc, au niveau de ces gouvernances, je pense que les appels d'offres pourraient se dérouler avec la plus grande transparence. Par exemple, Penda, si moi je vois des camions qui débarquent des sacs de riz quelque part dans une maison, si on me dit que cette maison, c'est une maison de politiciens, par exemple, donc je me dis que cette tête-là est détournée. Donc, à qui dois-je m'adresser pour signaler ce détournement? Il devait y avoir un numéro vert au niveau de l'OFNAC qui gère les détournements, ou bien au niveau du comité, pour me permettre, par exemple, d'appeler à ce numéro vert pour signaler ce détournement. Parce qu'il peut y avoir des détournements. Et les gens signalent même des détournements. Donc, à qui s'adresser lorsque vous constatez un détournement? Ça pose problème. Donc, le chef d'État aurait pu d'impliquer l'OFNAC pour que l'OFNAC ait un numéro vert et nous pourrons nous adresser à ça. Mais là, nous sommes impassibles devant un détournement que nous pouvons constater. Donc, ça pose problème. Donc, le ciblage a été mal fait, disons. Donc, l'aide ne peut pas atteindre les impactés. Et souvent, lorsque je regarde la télé ou j'écoute la radio, c'est toujours des populations qui grognent en se posant la question de savoir comment les cibles ont été choisies. Si on nous demande, si on nous dit que ce sont les bénéficiaires de bourses familiales, mais on sait bien comment ces bourses familiales ont été orientées. Et d'autant que c'était à la veille des élections législatives, donc on comprend parfaitement comment le ciblage a été fait. Donc, tous ces problèmes sont à revoir. Toujours par rapport à ces dispositifs justement de distribution de kits alimentaires, ne serait-il pas peut-être plus simple de faire des transferts d'argent, par exemple, Bien sûr. Nos circuits, même côté sanitaire, je veux dire, si on dépose aujourd'hui ces aliments dans des, je sais pas, peut-être dans des mairies, certaines communes, il y a aussi justement ce type de rassemblement à éviter. Voilà, c'est quelque chose qui avait été noté. Vous savez que dans le Covid, il faut absolument qu'on respecte les mesures barrières qui ont été recommandées. Et l'un des problèmes, c'est les attroupements. Quand il y a des attroupements, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est important que lors de la distribution de ces denrées qui sont quand même une aide importante pour la population qui est démunie, c'est une crise sanitaire, mais qui a des répercussions sociales et économiques. Et je pense que c'est une bonne chose quand même que le gouvernement, et je pense que c'est valable dans tous les pays africains que je suis, accompagne les populations démunies pour faire face à ça, surtout qu'on leur demande de rester à la maison. Et dans cette distribution, ça ne devrait pas être non plus un moment où justement on va enfreindre toutes ces règles. Il va falloir intégrer que les gens portent leur masque pour venir récupérer leurs denrées, que les gens respectent la distanciation sociale, que ceux qui distribuent aussi fassent attention à ça. Donc, il faut vraiment intégrer l'aspect sanitaire et respecter les gestes barrières qui sont recommandés. Le ministre a annoncé la fermeture des marchés pour certains jours. Ce ne sera pas ouvert tous les jours, 3 fois par semaine, me semble-t-il. Là aussi, n'aura-t-on pas un risque encore de confinement chez les femmes dans les maisons? Comment elles vont faire, celles qui ne peuvent pas aller au marché tous les jours, celles qui se lèvent tous les matins justement pour gagner leur pain? Et vous savez, Penda, le Covid nous a enseigné beaucoup de choses. Déjà, la pandémie nous a donné des leçons d'hygiène et de salubrité corporelle et hygiène salubrité de l'environnement. Les valeurs sociales qui apparaissent doivent perdurer. Nous avons également des habitudes qui doivent changer. Aller tous les jours au marché, je pense que les femmes peuvent s'organiser de telle sorte qu'elles pourront aller au marché 2 ou 3 fois par semaine. Si elles n'ont pas de réfrigérateur, elles pourront y aller 2 fois par semaine et étaler leurs denrées sur des assiettes.
Donc, celles qui ont le réfrigérateur, ça ne pose pas de problème. L'autre jour, je suis allée à un magasin Auchan, qui se trouve quelque part à Liberté 5, mais c'était la promiscuité. Il n'y avait pas de queue, il n'y avait rien. Les gens s'entassaient autour des deux caissiers. Donc, c'est pas bon. Par contre, il y a d'autres Auchan où les gens font la queue, etc. Et cela, j'apprécie fortement la manière de gérer le Covid par la Sonatel. Par exemple, au niveau de la Sonatel, les clients sont distants de 2 mètres. Ils ont fermé certains sièges, etc. Donc, c'est bien géré. Donc, maintenant, les marchés au Sénégal étaient insalubres. Il faut qu'on se le dise. Donc, le ministre en charge de la salubrité est en train de faire une très bonne chose parce que je vois des marchés qui sont très bien nettoyés actuellement. L'autre jour, j'ai suivi une cuisine au porc qui est restée 7 ans sans être lavée. Mais c'est ahurissant. Et des gens y étaient, des femmes y étaient préparées des mets, etc., qui étaient distribués tous les jours. Et depuis 7 ans. Donc vous voyez que c'était crasseux, etc. Donc il y a des leçons qu'il faut tirer de ce Covid. Leçons d'organisation. Par exemple, nous sommes en période de Ramadan. On sait que bon, c'est le soir qu'on mange, mais après le Ramadan, on peut continuer à prendre un petit déjeuner bien copié et maintenant manger, prendre le déjeuner vers 17h, 18h et le soir peut-être prendre un fruit. Donc il faudrait que les habitudes changent. Et si le couvre-feu est maintenu? Si le couvre-feu est maintenu, ce sera toujours... Moi, je dis que c'est une bonne chose. Parce qu'au Sénégal, les gens ont l'habitude de se coucher à 1h du matin et de se réveiller très tard. Dans d'autres pays, les gens se couchent à 19h, 20h pour se réveiller à 4h du matin et aller travailler. Mais au Sénégal, c'est après les émissions de la télé que les gens se couchent. En général, tu vas dans une famille de télé. Donc la télé est encore là, donc c'est pas l'heure de se coucher. Donc il faut que les gens apprennent à se coucher tôt et à se réveiller tôt. Les uns pour aller au boulot et les autres aussi pour se reposer. Mais il ne faudrait pas qu'on compte que les jeunes surtout continuent d'occuper la rue. C'est pas possible pour un pays en développement et un pays qui veut se développer. L'autre jour, j'ai entendu le ministre de l'Éducation dire qu'il y a possibilité d'ouvrir les écoles le 2 juin, entre le 2 juin et le 14 juin. Mais le Japon l'a fait récemment. Je l'ai lu dans l'Internet. Le Japon l'a essayé, mais aussitôt, les élèves et les enseignants ont été positifs. Vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Et là, ils ont refermé les écoles. Donc, vous voyez que quelque part, une expérience n'a pas réussi. Donc, pourquoi au Sénégal dire que les cours vont commencer entre le 2 et le 4 juin? Et là, ce sera discriminatoire. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, dans beaucoup de régions, la pluie commence en fin mai. Donc, ce sera exclure Sédhiou, exclure la Casamance, exclure tant d'autres. Nous avons connu une année blanche, uniquement consécutive plutôt, à cause des grèves, consécutives aux grèves. Donc, si une année blanche a été effective au Sénégal suite à des grèves, a fortiori, suite à la pandémie, on peut quand même accepter que cette année soit une année blanche. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Le ministre a dit qu'ils envoient des transferts d'argent aux cibles des bourses, des bourses familiales. Mais pourquoi ne pas faire ces transferts d'argent? Pourquoi acheter du riz? Pourquoi acheter du sucre? Pourquoi acheter de l'huile, etc. Parce que les personnes qui reçoivent l'huile et le sucre, à quoi ils vont faire avec? Ils vont aller vendre au niveau de la boutique d'à côté pour s'approvisionner en d'autres denrées. Donc, vaut mieux leur faire des envois à travers les FinTech afin de leur permettre d'acheter ce qu'ils veulent. J'ai dit également qu'il faut être reconnaissant. Tout le monde constate que la diaspora contribue d'une manière considérable au développement de notre pays grâce à leur transfert d'argent. Donc, ils ont des familles
qui sont là, elles ont des familles qui sont restées au Sénégal. Donc, il faut organiser ces familles, il faut les prendre en compte dans la distribution de cette aide. Parce que l'État ne peut pas envoyer de l'aide aux Sénégalais de la diaspora et ces gens maintenant vont faire des transferts à leur famille. Donc, il vaut mieux les organiser au plan local. On sait, on connaît les flux d'argent, on peut savoir quelle famille habite tel endroit, quelle famille habite tel endroit. Donc, les prendre en compte parmi les cibles, les impactés qui doivent recevoir des aides. Une réaction par rapport à ça, et je voulais aussi rebondir sur le fait que nous avons atteint les 1000 et quelques cas en 60 jours. La sonnette d'alarme est plus que tirée. Alors, il faut savoir aussi que c'est normal. Il fallait s'y attendre. Le Sénégal suit ce qui se passe en Afrique actuellement. C'est vrai que l'Afrique n'a pas eu la même trajectoire que les autres pays et le scénario catastrophe qu'on nous décrivait, on n'y est pas. L'épidémie avance plus lentement et on a moins de cas graves, moins de décès. Le Sénégal va dans cette dynamique, mais en une semaine, le nombre de cas a augmenté de 40% en Afrique et plus de 50% au Sénégal. Donc, on est même contributeur par rapport à cette augmentation de cas, mais qui est normale. Il fallait s'y attendre. Au début, on avait l'épidémie a commencé avec des cas importés, c'est-à-dire des cas qui nous venaient hors du pays, que ce soit des étrangers, que ce soit des Sénégalais, et c'est valable pour tous les pays d'Afrique. Le premier cas, on l'a eu dans le premier pays, c'était en Algérie, c'était un cas importé, et tous les pays ont commencé comme ça. Et donc, on a commencé par gérer ces cas et leurs contacts. Dès qu'on les détecte, il y a des cas contacts. Avec le temps, malheureusement, la maladie s'est déplacée dans la communauté. Avec la transmission communautaire, on voyait de plus en plus, l'épidémie devient locale avec une atteinte de communauté. Et dès que le virus circule dans la communauté, la maîtrise est beaucoup plus difficile. La seule chose qui pourrait arrêter cette augmentation, c'est casser la chaîne de transmission. C'est pour ça que la communication sur la prévention est très importante et fondamentale, mais ça ne suffit pas. Il faut non seulement vraiment que les gens respectent ces règles et le masque dans le contexte de tous les gestes barrières est très très important. Il faut que les populations portent leur masque, mais aussi respectent la distanciation sociale, se lavent les mains. C'est un package. Donc tout ça, il faut le mettre en place pour arrêter cette transmission. Mais il y a aussi qu'il faut tester. Il faut tester le maximum possible pour pouvoir séparer des personnes contaminées des personnes saines pour pouvoir casser ce rythme. Donc, ce qu'on a noté, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a cette augmentation exponentielle dans pratiquement tous les pays d'Afrique et ça va continuer parce que plus tu as de cas, plus tu as de personnes contacts, plus il faut dépister. Et voilà. Et plus tu as le risque d'avoir des cas graves et avoir des décès. Pour le moment, au Sénégal, on a 1115 patients points à aujourd'hui, avec 9 décès seulement. Ça nous fait un taux de décès de 0,8%. À peu près, ce qui est tout à fait correct comparé à d'autres pays. Et le Sénégal a mis quand même, il faut le reconnaître, toute une stratégie qui a quand même montré des résultats jusqu'à présent. Mais le challenge, c'est qu'il faut absolument qu'on arrête cette transmission parce que si le nombre de patients augmente trop, on sera vite rattrapé par la capacité de les prendre en charge parce qu'on est quand même dans des pays en voie de développement, les moyens sont quand même limités et nos systèmes de santé n'ont pas cette résilience qu'il faudrait pour gérer l'épidémie. S'il y a trop de cas, ça va submerger le système de santé et il y a d'autres pathologies qu'il va falloir prendre en charge. Et moi, mon inquiétude, c'est que nous allons vers la période hivernale en Afrique qui va rajouter un autre challenge qui est le paludisme. Le paludisme est une maladie endémique dans nos pays. Et si nous n'intégrons pas toutes les interventions qui étaient faites pour aller vers l'élimination de ce paludisme, l'épidémie à Covid-19 peut déstabiliser tout cela. Wow. Vous préconisez aussi l'année blanche
Non, moi j'en arrive pas là encore. Je pense qu'il y a encore des possibilités, bien que on s'inquiète beaucoup parce que personne ne maîtrise l'évolution de cette épidémie. Il faut savoir qu'on est dans une nouvelle maladie, donc on apprend en avançant. C'est pour ça que toute la stratégie est dynamique. Hein. Les gens font des bilans. D'ailleurs, au Sénégal, aujourd'hui, on est le 2, ça fait exactement 2 mois après le premier cas qu'on a obtenu. Donc, on a dû s'arrêter et faire un bilan d'étape et apprendre de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour réadapter la stratégie et aller de l'avant. Je pense que pour tous les secteurs touchés par cette épidémie, c'est important que les spécialistes de ces domaines puissent s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Je pense que le digital a joué un grand rôle, et il y a beaucoup d'écoles qui font des cours en ligne. J'espère que ça va aider et qu'on puisse avoir une fenêtre qui va permettre de faire passer des examens et tout le reste, mais c'est clair qu'il y a un énorme challenge et un énorme stress pour l'aboutissement de tout cela. Tout à fait. Madame Diaw, vous pensez que cette pandémie va encore perdurer, encore quelques semaines, quelques mois? Vos recommandations? Moi, je pense qu'avec l'indiscipline des Sénégalais, je ne pense pas que cette pandémie soit maîtrisée de sitôt. Jusqu'à présent, lorsque je passe à une rue de Grand Dakar, je frémis parce qu'il y a toujours des grandes places. Et il y a des gens qui portent des masques confectionnés par des tailleurs, et ces masques et ces tailleurs mettent du renfort dans les masques. J'ai dit, mais comment les gens puissent respirer avec ces masques-là? Donc je voudrais attirer l'attention du ministre de la Santé sur ce fait. Donc on vous demande de doubler le tissu, mais on ne vous demande pas de mettre de renfort. Parce qu'en mettant du renfort, vous ne respirez pas. Donc les gens portent mal aussi les masques. Il y en a qui portent le masque seulement au niveau du menton, alors qu'on vous dit que ça doit être porté au-dessus du nez. Donc, c'est des leçons que nous inculquons aux femmes et aux jeunes. Et nous insistons sur ça, au port du masque. Le problème, les femmes avec qui je communique me posent aussi la question de savoir, est-ce qu'on doit porter les masques à domicile? Donc là, également, je rends la balle aux médecins qui doivent nous dire, est-ce que les masques se portent uniquement lorsque nous sortons, lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous prenons des moyens de transport au marché, etc. Donc, aussitôt arrivé à la maison, on doit ranger le masque. Donc, il y a des femmes qui posent ce problème-là. Donc, pour revenir, c'est une question d'éducation, c'est une question de sensibilisation. Parce que nous sommes dans un pays à 80% d'analphabètes. Donc, il faut toujours être attentif, à cette population-là. Nous étions donc à Dakar qui est revenu sur les mesures d'accompagnement et sur l'impact du couvre-feu instauré par les autorités. Et derrière ce couvre-feu, derrière ce confinement, il y a cet appui des autorités à ces populations qui sont devenues de plus en plus vulnérables. Et aujourd'hui, on revient encore sur cet impact social avant d'aborder l'aspect éducation. Sur le plan social, c'est vrai que personne n'a été préparé à cette tragédie qui est répandue dans le monde entier, dans tous les continents. Mais il faudrait, par rapport au comportement, savoir qu'il y a des attitudes à adopter pour que ça s'améliore, parce que ça doit s'améliorer, ça ne peut pas se passer autrement. Et par rapport aux attitudes, pourtant, les règles d'hygiène, par rapport aux attitudes, les règles d'hygiène qu'on nous demande aujourd'hui devaient être des règles d'hygiène qui étaient acquises depuis longtemps. Avoir les mains propres, n'est-ce pas, avoir les mains propres, assainir son environnement, ce sont des règles d'hygiène classiques, normales, dans une situation urbaine. Et j'espère que le coronavirus va nous aider à renforcer davantage la prise en charge de notre environnement immédiat.
pour être plus propre, vivre dans un endroit sain, vivre dans un endroit sec. Mais avec le corona, est-ce que c'est une affaire de propreté ? Est-ce que c'est beaucoup plus la propreté parce que ce virus, on a dit, c'est du contact humain d'homme à homme. Est-ce que c'est un aspect avec la propriété, c'est un lien avec la propriété? La propreté, oui, parce qu'on nous demande de nous laver les mains plusieurs fois par jour. Oui. Cela, on nous le demandait avant, mais est-ce que la plupart des personnes n'écoutent pas, n'obéissent pas, la plupart des personnes n'obéissent pas à cette règle-là de se laver les mains. On se lave les mains plusieurs fois par jour. Mais il n'y a pas que les mains, il y a aussi avec les surfaces. Le virus aussi peut tenir certaines heures sur certaines surfaces et assainir son milieu, son environnement immédiat permet aussi comme ça de se protéger, de désinfecter aussi. Oui, c'est renforcer seulement les règles d'hygiène renforcer les règles d'hygiène qu'on devait appliquer depuis toujours. Depuis toujours. On doit se laver les mains plusieurs fois et puis éviter de, par exemple, quand on tousse, quand on éternue, c'est mal, c'est pas très bien d'éternuer ou de tousser sans pour autant de faire un geste de politesse quand on est entouré de personnes. Et ce sont des gestes politesse et d'hygiène, des gestes sanitaires qu'on est en train de renforcer tout simplement. J'espère que ça nous aidera à nous comporter davantage mieux dans l'avenir, que le virus soit un mal qui va engendrer plus tard du bien. Et surtout même dans les marchés, c'est-à-dire lorsque les pays ont, beaucoup de pays africains ont décrété le confinement avec une interdiction de sortie, lorsque les marchands et les marchés ont été fermés, beaucoup de marchés ont été désinfectés, beaucoup de marchés, même ici nous sommes dans la commune d'Akanda à Libreville, il y a un marché pas très loin de la Belle qui a même été désinfecté. Et peut-être que s'il n'y avait pas le corona, assainir, voilà. Ces marchés n'auraient jamais été désinfectés. C'est ce qui est dommage. Parce que les marchés quand même... C'est pourquoi il faut revoir nos attitudes, nos comportements. Elle a parlé de ça, elle a insisté, elle a demandé de revoir les comportements, de revoir les habitudes de nos autorités, les habitudes quotidiennes par rapport à toutes ces mesures-là. Et c'est également l'occasion pour nous de revenir sur cet appui, parce qu'elle a parlé du soutien vis-à-vis des populations au Sénégal par rapport à cette crise sanitaire. Et elle parlait de recenser les familles. Déjà, on l'a dit dès le début de cette émission, qui doit bénéficier de l'appui? Ce qui veut dire qu'il y a problème au niveau de la gestion même des fonds alloués à la crise du coronavirus. Le problème se pose à Dakar, il se pose à Libreville, il se pose à Yaoundé, il se pose dans toutes les capitales. Certains parlent même de détournement de ces fonds-là. Et certaines familles disent ne jamais avoir, elles n'ont jamais eu de kits alimentaires, elles n'ont jamais eu d'appui. Pour le cas du Gabon, on a par exemple les bons alimentaires qui devaient être redistribués à toutes les familles gabonaises, notamment celles de Libreville. On parle du Grand Libreville, mais aujourd'hui, après un reportage que Mireille a réalisé sur le terrain, il y a plusieurs avis, des avis divergents sur ce qui se fait concrètement par rapport à cet aspect social. Nous sommes déjà là dans la troisième partie. Si la régie le permet, Mireille, on va regarder ensemble les réactions des populations et revenir sur Yaoundé puis Dakar. Ça nourrit seulement une seule famille, un seul jour. Vraiment, moi, là, je suis là. Pour avoir un bon d'achat, il faut avoir un papier ACNAM GS. Moi, je n'en ai pas. J'avais un ACNAM GS, j'ai eu l'inondation chez moi, en Zayon, l'inondation, et puis tous les papiers se sont gaspillés. Maintenant, quand tout ça s'est arrivé, apparemment, je n'ai plus eu le temps de faire ces papiers ACNAM GS. Quand tout ça a commencé, les bons d'achat, moi je suis là, je souffre avec mes enfants. Je n'ai rien. Je ne suis pas le seul. J'ai mes frères qui sont aussi là, qui n'ont pas eu ces bons d'achat-là. Sincèrement, pour les kits alimentaires, moi j'en ai pas eu. Mais d'autres chez nous ont eu, mais moi j'en ai pas. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu les kits alimentaires 25 000. Après, il y a encore d'autres personnes qui sont venues. On les a donné des sacs. Bon, il y avait plein de choses dedans. Nous-mêmes, on est là. Moi, je suis du côté de Vendo. Du côté de Vendo, ils sont venus partager les tickets des bons là. Ils ont partagé à 3 maisons. Dans tout un grand quartier, 3 maisons. D'autres ont eu les 25 tickets, d'autres ont eu les 15 tickets. On ne connaît pas.
Là, il s'agissait de la réaction de certains Librevillois sur les mesures d'accompagnement mises en place par l'État pour soutenir les familles. Mais on parle d'insuffisance, on parle de défaillance dans cette initiative des autorités gabonaises, Mireille. Oui, c'est vrai que par rapport à cette immersion, nous étions donc au marché de Montbouette, c'est le plus grand marché de la capitale gabonaise, comme ça, pour nous enquérir un peu de la situation par rapport à la gestion de la crise, par rapport un peu à ce que vivent on va dire le Gabonais lambda. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes parce qu'il y avait moins de mamans dans ce marché. Il y a beaucoup plus de jeunes qui essayent de se battre et ils ont pour chacun donné leur avis, leurs sentiments avec leurs mots, à eux. C'est donc ce que vous avez vu à l'instant sur notamment la distribution de kits alimentaires. Et il faut dire que dans certains cas, dans beaucoup de cas, les gestes barrières ne sont pas respectés. Et comme le disait Madame Courant, c'est vrai qu'en Afrique, il faut souvent la répression derrière pour que les populations respectent des mesures qui sont à leur avantage, des mesures qui sont bonnes pour eux, qui sont bonnes pour leur santé. Mais s'agissant de tout ce qui est un peu sociétal, impact, on va voir comme ça au sein des populations, au sein des ménages, même au sein des entreprises, il faut savoir que l'État, le gouvernement a lancé une enquête, qui vise à apporter une réponse aux besoins d'indicateurs statistiques précis qui reflètent la réalité sur le terrain afin de suivre la situation des ménages et des entreprises durant la crise sanitaire du Covid-19. Et donc cette enquête va durer quelques mois pour justement prendre la température, je dirais ça comme ça, voir l'ampleur, l'impact de la crise sanitaire sur les ménages et sur les entreprises, c'est-à-dire un peu ce côté sociétal. Et je pense que c'est ce qui se passe un peu partout dans les pays africains. Il y a beaucoup d'initiatives comme cette enquête parce qu'il faut être sur le terrain. Alors, il faut une réalité du terrain. On va poursuivre avec la troisième partie. Et bien avant de parler éducation comme impact social, on va d'abord écouter et regarder ce qui se fait à Douala et à Yaoundé au Cameroun en termes d'impact social de cette crise du coronavirus. Bonsoir Carole, on va parler de l'école, on va parler de la débrouillardise en cette période du coronavirus. Qu'en est-il de la situation au Cameroun? Docteur Linda Esso, vous êtes sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique du Cameroun. Vous avez donc suivi le docteur Ndom, le site de Yassa. Vous l'avez dit dans votre intervention que certains sites étaient encore en chantier et elle a espoir que le Cameroun sorte donc gagnant dans cette lutte contre un fléau inattendu. Maintenant, parlons un peu, vous êtes quand même une citoyenne du Cameroun. Vous savez que le mode de vie de beaucoup de personnes ont changé, notamment des personnes qui souffrent du confinement partiel qui a été décidé volontairement, des personnes qui vivaient au jour le jour. Il fallait sortir pour faire son activité et c'est par là qu'on avait son gagne-pain. Comment vous voyez un peu la souffrance de ces secteurs-là, vous qui êtes citoyenne? Oui, c'est vrai que la nécessité de confinement ralentit beaucoup l'économie, surtout au niveau micro. Donc, les personnes qui vivent au jour le jour ont des difficultés à tenir les deux bouts. Même si le gouvernement a un peu relâché des mesures qui étaient un peu plus sévères, le citoyen lambda a du mal à sortir, a du mal à aller faire le shopping comme d'habitude, même a du mal à aller chez la couturière comme vous disiez. Et déjà le fait que je passe à la télé fait de moi une cible facile pour les dépannages. On appelle, oh grande soeur, je t'ai vu à la télé, oh je n'arrive même plus à manger, fais quelque chose. Donc c'est sûr que le citoyen lambda en cette période de sous-activité a du mal à tenir et à joindre les deux bouts. Mais le message que je veux passer à mes chers concitoyens, c'est que l'heure est grave, et si vraiment nous ne continuons pas à tenir le bon bout, c'est-à-dire continuer la distanciation,
nous n'y arriverons pas. C'est le seul moyen de briser la chaîne de transmission de la maladie. On aura beau mettre sur pied des centres de prise en charge, mais si la maladie continue à se transmettre en communauté, les centres de prise en charge devront continuer à travailler pendant longtemps. Et ainsi, on ne pourra pas revenir à la normale. Donc, il faut pouvoir faire ce sacrifice-là durant un laps de temps pour qu'on recommence à vivre petit à petit. Un dernier thème qui ne sera pas très long, le télé-école, les médias nationaux qui ont donc été réquisitionnés pour donner des cours aux élèves en classe d'examen au Cameroun pour rattraper le retard accusé par les mesures de restriction. Les écoles sont fermées au Cameroun depuis le début du mois de mars. Vous êtes parents ou tante, vous avez des nièces ou vous avez des enfants. Vous pensez que c'était une solution le télé-école au Cameroun, connaissant déjà que nous avons des problèmes, une crise énergétique, le courant qui n'est pas tout le temps là et les populations qui n'ont pas de télévision également, qui sont aussi en classe d'examen. Merci pour cette question. Je suis maman de 5 enfants à qui je fais coucou. Donc, c'était une nécessité, télé-école. Je vais même aller jusqu'au télétravail qui est une nécessité. Il était encore plus absolument nécessaire que les enfants n'aillent pas à l'école parce que vous savez, ce sont des porteurs sains. Entre eux, la maladie circule facilement et ils vont contaminer les autres à la maison. C'était une absolue nécessité. Maintenant, à côté de ça, il faut pouvoir prendre des mesures accompagnatrices. Télé-école, le gouvernement prend ses responsabilités en faisant cela, mais aussi chaque parent doit pouvoir prendre ses responsabilités. Il n'y a pas que l'enseignant de l'école qui éduque. Mais à la maison, on doit maintenant prendre le relais d'éduquer nos enfants, que ce soit les cours normaux, on sait ouvrir un livre et pouvoir faire une répétition, mais aussi tout ce qui est éducation morale, civique et sociale, puisque c'est un moment de confinement, on a cette opportunité-là que les familles puissent être rapprochées et que ce ne soit pas que la transmission de l'école qui se fasse maintenant, mais la transmission de nos cultures, la transmission de nos valeurs et ainsi de suite. Donc c'est un mal pour un bien à mon sens, c'est un bien aussi pour les familles qui ont l'occasion de se rapprocher. Vous êtes parents, mais vous n'êtes pas dans la peau de vos enfants. On va voir un peu un reportage tourné dans un stade de quartier où les enfants sont en train de se divertir au football et également certains enfants qui essayent tant bien que mal de suivre l'école à la télé au Cameroun. Christian, que voici, est élève en classe de 3e, sous-section anglophone. Il ne sait pas encore quand il passera ses épreuves du GCE O-Level cette année. Après 2 heures de révision ce matin, il est venu se dégourdir les jambes et décompresser au stade du football du quartier. On nous a demandé de ne plus venir à l'école, on se divertit comme on peut. Si vous allez au marché en bas là-bas, vous verrez plusieurs qui y travaillent. Comme ses coéquipiers, Christian est au courant des cours donnés en direct à la télévision nationale depuis le 6 avril pour rattraper le retard causé par la pandémie du coronavirus. Ce qu'ils en pensent. C'est différent des cours à l'école. Là-bas, j'ai des amis, des enseignants, des aînés, des personnes qui peuvent m'aider. Mais à la maison, rien de tout cela. Et les cours qu'on nous donne en classe, on vous explique le nombre de fois que vous voulez. Pourtant, à la télé, là, tu ne peux demander à personne. Tu regardes seulement. Si c'est passé, c'est passé. Françoise, Géraldine et Julienne, élèves aussi en classe d'examen, n'en pensent pas moins. Pour elles aussi, l'initiative est à saluer, mais est un peu limitée. Comme à la maison, il y a des équations que je ne comprends pas, comme par exemple en maths. Je suis obligée de voir un de mes grands frères pour expliquer. Et ce n'est pas assez bien, comme le professeur explique. Pour combler les trous, certains parmi ces candidats aux examens officiels se débrouillent tout seuls. Ils fouillent les épreuves des examens des années antérieures et se les partagent via leur groupe WhatsApp, le même réseau social à travers lequel les enseignants de leur établissement respectif leur transmettent certains cours et exercices à faire à la maison. Malgré tout ceci, ils regrettent toujours l'ambiance studieuse des salles de classe.
Alors l'école, docteur Linda Isso, n'est pas que pour les élèves en classe d'examen. Déjà que ceux-là disent que ce n'est pas évident de suivre les cours à la télévision parce qu'à l'école, en salle de classe, on peut poser des questions autant de fois qu'on veut, mais à la télé, ce n'est pas le cas. Vous comprenez les difficultés de ces enfants-là? Et bien sûr, déjà qu'en salle de classe, nous-mêmes quand nous étions à l'école, se concentrer, c'est tout un problème. Alors j'imagine devant la télé, à la maison, avec les frères qui jouent, avec toute cette ambiance de l'école qui n'est pas là, ça doit être un peu plus difficile pour les élèves en classe d'examen qui doivent absolument se préparer pour les échéances qui arrivent. Mais on ne peut que leur souhaiter du courage. On ne peut pas faire autrement. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot, Dr Linda, par rapport à cette pandémie au Cameroun. Nous avons dépassé le 2 millième de cas. Oui, on a dépassé 2000 cas et les personnes qui n'y croient pas doivent pouvoir se responsabiliser et se conscientiser. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une vie de l'esprit. La COVID-19 est bien présente au Cameroun, il fait des décès et le cas augmente chaque jour dans toutes les régions, même celles des zones sahéliennes qui pensaient que la chaleur va faire qu'il n'y ait pas de COVID-19. Donc continuons à respecter les mesures qui ont été prescrites et je pense que nous en viendrons à bout. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, Nathalie et Mireille. Merci à tous nos téléspectateurs. On se dit à bientôt. Hervé Ognieu était derrière la caméra. J'étais Carole Guissot, bien évidemment. À la prochaine. Retour à Libreville et cette fois-ci on va parler du téléenseignement, du télé-école. C'est une technique également qui fait école à Libreville et nous allons regarder ce reportage réalisé par Mireille. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est pas à la télé. Tu es à la télé, tu peux pas poser la question. Tu poses la question à personne. Il peut pas t'expliquer. Moi, tout de suite, là, j'ai un prof à côté de moi. Je vais dire au prof que bon, ça, je comprends pas. On a la télé. À la télé, on voit, il donne des cours. Il dit ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il nous enseigne? Moi, je dis rien. Dans mon quartier, il y a beaucoup de profs qui se sont dit, ils vont aider les jeunes du quartier qui passent le bac. Et là, même ces gens-là aident beaucoup. Parce que eux, en fait, si on peut dire ça comme ça, ils font du bénévolat. C'est ce qui se passe dans mon quartier, ils sont bénévoles. Ils aident les enfants qui sont en classe d'examen. Moi, je ne compte pas sur leurs cours qu'on nous montre à la télé. Moi, je compte sur mes profs qui sont dans mon quartier et qui m'aident. Voilà, c'était donc comme ça une réaction d'un élève de classe d'examen, Mireille, en classe de terminale. Oui, qui parlait un peu, bon, c'était son avis sur le téléenseignement que plusieurs États africains ont mis en place pour compenser la fermeture des écoles. Mais je poserai la question à Madame Courant qui est avec nous sur ce plateau. Madame Courant, est-ce que le téléenseignement peut réellement compenser le côté présentiel de l'école? Ce que je veux dire n'engage que moi. Oui. Je sais que la télévision est un formidable outil de développement. La télévision, c'est un formidable outil pour transmettre les valeurs positives. On peut faire l'école aussi à la télévision. C'est vrai que cette pandémie nous a tous pris au dépourvu. Personne n'était préparé à cela. J'espère que cela va changer, mais il faudrait que, en se rendant compte des limites de notre système, je parle même du système par rapport aux apprentissages, dorénavant, proposer des outils qui pourraient servir de palliatif. Ce qui est sûr, l'élève qui dit qu'à la télévision, il ne peut pas poser des questions au professeur, mais il a parfaitement raison. Oui. Par contre, l'engagement des parents doit être le meilleur outil pour que ces élèves-là assimilent quelque chose. Assimilent ou bien ne perdent pas de temps pendant cette période de confinement. Oui.
Je n'apprécie pas, c'est personnel aussi, hein, le fait qu'on laisse les autres qui sont pas en classe d'examen, dans la mesure où oui, quand on est en terminale, voilà. quand on est en terminale, l'examen ne se prépare pas en terminale. L'examen se prépare en seconde. D'accord? Oui. Alors si seulement c'est pour les terminales, ce qui veut dire que ceux qui sont en seconde et en première vont passer en classe supérieure avec des lacunes, qu'on ne pourra pas combler. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va les laisser avec ces lacunes-là? Les classes d'examen, c'est bien, mais ce ne sont pas les seuls élèves. J'aime pas ce parti pris. On pense que seulement ceux qui doivent être protégés, ceux qui doivent avoir un examen final. Il y a d'autres stratégies. On n'a pas été préparé, c'est vrai. Il y a d'autres stratégies qui permettraient à l'élève de travailler en période de confinement. Est-ce que tous les élèves ont un manuel de référence par matière? Est-ce que tous les élèves ont eu au début de l'année une progression par matière? Si l'élève a un manuel de référence, si l'élève a une progression, c'est sûr que même si les cours s'arrêtent, avec la protection des parents, avec l'aide des parents, cet élève pourra continuer à évoluer dans son cahier par rapport à ce qui est proposé pour aboutir en fin d'année. Il y a aussi d'autres outils, les cahiers de jour, cahiers du soir, que certains parents achètent régulièrement au début de chaque année. Et quand dans la matière, l'élève n'a pas assez d'exercices à la maison, pour qu'il ne soit pas oisif, les parents choisissent de prendre des exercices de la matière ou de toutes les matières dans le cahier du jour, cahier du soir, comme on l'appelle familièrement, où il y a des corrections destinées aux parents à la fin du cahier, à la fin du manuel. Ce sont des outils qui pourraient permettre à l'élève de continuer à travailler. Mais tout le monde ne fait pas cela. C'est là où on voit les failles des rapports que les élèves ont à l'école, en famille. Est-ce que les parents éduquent assez les élèves pour les encadrer en famille, avec ou sans coronavirus, avec ou sans confinement? Si un élève a l'habitude d'être encadré sans confinement, même avec le confinement, il va s'en sortir. Et là, ce sont des outils qu'on peut avoir tous les jours. Maintenant, est-ce que ceci a été mis en place? On parle des outils informatiques, mais il faudrait qu'a priori que ceci soit disponible pour que ça puisse être appliqué, puisque quand on partait en confinement, on ne savait pas que ce serait aussi long. Tout le monde avait souhaité que ce soit dans un délai court. 2 semaines, 1 semaine. Et maintenant, il faudrait qu'au début de chaque année, des outils adaptés aux situations soient proposés aux élèves, et que ces outils puissent les accompagner pendant toute l'année, quelles que soient les situations. Enseignement, Madame Courant, est-ce que les autorités, les ministères de l'éducation en Afrique, au sud du Sahara, l'Afrique francophone, est-ce que ces ministères-là sont suffisamment outillés? C'est ça. Est-ce que ces ministères-là ont été préparés à une telle ampleur de cette crise-là? Même sans être préparé, Madame Courant, il y a cette fracture technologique. Il y a près de 28 millions d'enfants qui ne bénéficient même pas de ce téléenseignement. Les limites du téléenseignement. Mais les limites du téléenseignement, c'est le fait qu'il n'y a pas d'outils à disposition. Pour les élèves. Il n'y a pas d'outils. Et même pour certains professeurs, Madame Courant, même pour certains professeurs. Oui, nous savons qu'il y a des élèves qui sont mal équipés ou pas équipés du tout. De même qu'on trouve le même problème chez les enseignants. Pour ceux qui n'ont jamais manié un ordinateur, tout ça, c'est quand même assez grave. Mais en général, les élèves connaissent bien l'ordinateur. Ceux qui sont en zone urbaine. Un enseignant, j'allais dire. Si l'enseignant ne maîtrise pas l'ordinateur, il a tort. Là, il faudrait qu'on le pointe du doigt. Parce qu'on est quand même au XXIe siècle. Il y a de nouveaux outils qui viennent accompagner ce que nous possédions déjà, ce que nous possédions avant. On est obligé maintenant de s'adapter aux nouvelles technologies. On est obligé de faire attention à ce qui se passe de nouveau. Parce que justement, il y va de la survie des rapports qu'on pourrait avoir avec nos élèves. Nos élèves sont toujours sur Internet, ils sont sur WhatsApp, ils sont toujours sur Google, ils sont sur toutes les plateformes. Et justement, si on veut continuer à les accompagner, il faudrait que nous-mêmes nous intéressions à ce qu'ils aiment.
Ouais. On est obligé d'aimer ce qu'ils aiment si nous voulons les accompagner dans les enseignements. Sinon, ce n'est pas possible. On sera en parfait déphasage avec nos élèves. Et la communication deviendra impossible. Mais c'est justement ce que dénoncent certains syndicats dans certains pays, dénoncent cet enseignement à distance qui n'est pas adapté, qui n'est pas adapté, qui est inégalitaire, qui est discriminatoire. Ouais. Moi, par rapport aux enseignants, je parle aux enseignants, il y a toujours cette envie de bien faire. Il faudrait que cette envie doit être personnelle. C'est une quête personnelle. Un enseignant, quelle que soit la matière, c'est un intellectuel, a priori, normalement, il a sa bibliothèque personnelle. Autant on a la bibliothèque personnelle qui est une référence par rapport à la documentation, mais autant on doit avoir un ordinateur. Je pense que c'est un choix de chercher à investir pour avoir les outils nécessaires. Parce que justement, on est au XXIe siècle, on n'a plus le choix. Il faut investir dans ce domaine, investir dans les bibliothèques, investir dans les manuels, n'est-ce pas? Oui, mais justement, investir dans l'outil technologique aussi. Ça, ce serait l'idéal, mais lorsqu'on va dans les zones rurales, où par exemple, même vous avez un ordinateur, il y a des délestages, il y a des délestages, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est vrai que vous parlez vraiment de l'idéal, mais c'est pas la réalité sur le terrain, dans beaucoup de régions africaines. Voilà, c'est sur cette préoccupation de Mireille et de Madame Courant, qui est enseignante dans les lycées secondaires de la capitale gabonaise, que nous allons fermer cette émission. On fait un tour de table pour conclure avant de nous séparer. Madame Courant, au revoir. Nathalie, je serais intéressant que, enfin, ce serait bien qu'enfin tout le monde respecte les gestes barrières. Oui. Moi, c'est mon mot de fin. Respectons les gestes barrières pour sauver des vies. Dans le reportage, j'ai vu des jeunes gens, des enfants en temps de confinement qui jouaient au foot ensemble. Et ce que l'on voit tout le temps, partout, et c'est déplorable. Respectons les gestes barrières pour sauver des vies. Exactement, il faut respecter les gestes barrières pour sauver des vies et continuer à nous suivre, continuer à suivre votre émission Entre elles sur les réseaux sociaux, la page Facebook, à La Belle TV. Vous avez également notre chaîne YouTube, La Belle TV l'officiel, et vous pouvez nous suivre, interagir sur Twitter, #EntreElles. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro spécial sur le Covid-19, la gestion de la crise du coronavirus sur le continent africain. Nous avons abordé plusieurs aspects de cette crise du coronavirus. Nous étions à Yaoundé, à Douala et puis à Dakar avec des spécialistes. Et sur ce plateau, nous avons également apporté notre contribution par rapport à cette crise sanitaire mondiale. Et c'est avec vous, chers téléspectateurs, que nous allons combattre le coronavirus si et seulement si on met en application les référentiels ou encore les recommandations de l'OMS et des différents comités d'éveil des luttes contre le coronavirus et en respectant les gestes barrières tout simplement. Bonsoir.